le président Cheikh Konaté qui a eu cette initiative, donc d'abord de faire ce point de presse pour partager un certain nombre de points. Et je pense que ceux qui ont eu à prendre connaissance des dettes se rendront compte qu'un des premiers objectifs, c'est de mieux faire connaître l'association. Parce que lorsqu'on crée une association des anciens militaires, ils sont nombreux à tiquer. Pour faire quoi? Je pense donc qu'il est du devoir des membres de l'association, du devoir du président de l'association de mieux faire connaître l'association auprès d'abord des citoyens. C'est important la bataille d'opinion pour que les gens sachent à quoi ça sert d'abord de mettre en place une association des anciens militaires libérés. De faire connaître d'abord ce qui les avait poussés à aller dans l'armée. Parce que c'est nous, en fait c'est la nation, que ceux qui vont à l'armée servent. Mais le plus souvent, les citoyens ignorent cette charge, ce devoir, cet impératif de citoyenneté, ce sacrifice qui est consenti par les militaires. Souvent, on fait une fête et c'est l'État seulement qui vient dire que nous rendons hommage aux militaires. Ce sont les citoyens qui doivent d'abord rendre hommage aux militaires avant l'État. C'est pourquoi nous avons eu objectif numéro 1, mieux faire connaître l'association auprès des collectivités territoriales. Je pense qu'il faut ultérieurement, lorsqu'il y a des activités ou des manifestations, lorsque un membre ou un représentant de l'association est présent, que le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le maire, l'adjoint au maire puissent au moins les identifier et les accueillir comme il se doit. Parce qu'ils représentent un corps, ils représentent une association, mais c'est un démembrement. Nous leur devons respect et considération. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis, premier objectif, mieux faire connaître l'association. Auprès des organisations de développement, pour développer un partenariat, mais aussi au niveau des ministères sectoriels. Il ne s'agit pas seulement de demander à rencontrer le président de la République. Souvent, il donne des instructions en tant que chef de l'État, chef de l'exécutif. Il ne suffit pas seulement de rencontrer le Premier ministre, mais il s'agit d'aller au niveau des démembrements, des ministères sectoriels pour voir jeunesse, agriculture, élevage, tout, et essayer de voir comment ils déploient les activités, tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec eux. De manière républicaine, je dis, souvent moi, j'aime pas la propagande. Je n'ai jamais aimé et je n'aimerais jamais. J'ai été agent de l'administration publique, mais on m'a toujours dit que je n'étais pas fonctionnaire, parce que je n'avais pas le mental d'un fonctionnaire. J'avais toujours un mental d'agent de développement. Ça aussi, je crois que ça continuera avec jusqu'à la fin de ma vie. Je souhaite que ça soit le plus tard possible. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous nous sommes dit, mais tout le monde parle de sécurité alimentaire. Tout le monde parle de sécurité et de paix. Mais qui mieux qu'un ancien militaire, en fait, qui a été des deux côtés. Il a été militaire et il est devenu dans la vie civile. Et en mesure d'apprécier les deux. Moi, je peux en parler en tant que du point de vue théorique, mais j'ai jamais été dans l'armée. Lorsqu'on m'a dit qu'il fallait à Dakar Bango, on m'a dit en fait des différents critères, et comme j'étais un peu boudeur, j'ai dit non, je préfère ne pas y aller, je vais au lycée Faidherbe. J'avais peut-être mes raisons. Mais vous, qui avez été ancien militaire, qui intégrez la société, mais vous avez un avantage sur nous. Cet avantage-là, il faut la mettre au service des populations et du pays. C'est la raison pour laquelle on a dit il faut que vous vous investissiez dans le cadre de la sécurité alimentaire, que vous ayez des terres, mais aussi que vous ayez une formation. Souvent, les gens pensent que c'est facile de faire de l'agriculture, mais c'est une opération économique. Chaque fois, je dis, le peuple qui fait son élevage, disons de manière traditionnelle, mais il s'en sort quelque part. Mais il ne s'en sort pas aussi. Mais celui qui veut faire un élevage, qui donne presque 200 francs à un mouton, peut faire 365 jours par 2, ça vous fait déjà presque 80 000, et on vous lui demande de le vendre à 50 000, mais c'est à perte. Donc vous avez besoin de formation économique, pas académique, mais disons une formation qui vous permet de vous insérer par rapport à différents secteurs. Vous avez certains ont des métiers de BTP, d'autres, etc. Mais ça vous permet au moins de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et moi, j'ai la ferme conviction, avec 6 000 ou 5 000 actifs qui sont mobilisés, disponibles, il est possible de faire beaucoup de choses. Mais ça, ici, il y a un travail à faire à l'interne. Souvent, la vie associative, on n'est pas très bien formé. Les daïres, tout le monde dit que c'est pour l'au-delà. C'est-à-dire, tout le monde mais l'association, ce n'est pas dans notre culture. Les daïres, oui. Les etc., oui. Mais l'association, souvent, c'est le président qui se démène, bon, qui met ses moyens, qui prend des initiatives, le bureau peut-être même quelque part, une personne ou deux. Mais il faut que tout le monde puisse comprendre d'abord la philosophie de l'association et ce à quoi ça va servir. Donc je pense que ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est l'insertion socio-économique. Moi, j'ai été à la délégation à l'insertion et à la réinsertion, à l'époque, à la présidence. Mais chaque fois que nous venions au bureau, j'attendais jamais qu'un ministre me dise ce qu'il faudrait qu'on fasse. Je viens avec une litanie. Ce que j'ai vu dans les bus,
les problèmes que j'ai vus au niveau des jeunes aveugles. Donc voilà, et on met sur la table. Nous pensons que ça, c'est le gouvernement qui doit le prendre en charge. Voilà les problèmes tels qu'ils se posent, voilà les solutions que nous proposons. Et ça demande un travail. Des commissions techniques, chacun vient en disant, moi au moins j'ai un minimum d'expérience et je pense qu'il faut qu'on le mette à disposition de l'association d'abord. Vous travaillez, vous faites vos rapports et vous dites, voilà, au gouvernement, le problème que nous avons, voilà la solution que nous suggérons. Parce que souvent, quand on a un problème, on le pose, on donne à un agent qui n'est pas outillé, mais il le met dans son tiroir. On pense qu'il n'a pas de bonne volonté. Il l'a, mais il n'a pas de solution. Ce n'est pas monsieur tout le monde, ce n'est pas un monsieur à tout à faire. Donc, vous venez avec le problème et la solution. Et l'état tranche. Donc là aussi, c'est par rapport à l'insertion socio-économique. Et l'insertion socio-économique, ce n'est pas seulement de dire on vous donne un emploi, mais avant, qu'est-ce que les gens faisaient? Quand quelqu'un quittait la poste, mais on prenait son fils. Il faut que quelqu'un prenne le relais. Souvent dans les familles, c'est ça le problème. Le père, il est à la tête, il n'y a personne pour prendre le relais. Mais la maison s'affaisse. Il n'y a que la maman qui se débrouille. Donc vous vous intégrez tout. Le tout, c'est-à-dire vos épouses, vos enfants, vous-même et les parents. Et vous faites un module. Voilà ce que nous proposons à l'État. Il y a des gens qui ont besoin d'assistance sociale. Il y a des gens qui commencent à devenir vieux. Donc voilà, il y a un problème de santé. Qu'est-ce que vous proposez? L'État dit, donc, de manière, par dérogation, on va vous accueillir dans tel mutuelle, dans tel truc, dans tel... Voilà, c'est comment il faut procéder. Il y a des fois où on tord le cou à la loi, parce qu'elle est trop rigide, ou bien des fois, on fait une modification de la loi pour vous intégrer, comme ils l'ont fait avec l'association de la réinsertion des militaires. Ils ont fait un peu une sorte d'extension en mettant un protocole d'accord, parce qu'ils vous considèrent jusqu'à présent comme partie d'eux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, et un troisième volant, c'est le partenariat. Nos États ne pourraient jamais marcher s'il n'y avait pas de partenariat. Chaque jour que Dieu fait, vous voyez, on signe un accord avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec la coopération bilatérale et multilatérale. Parce que sans ces moyens-là, on ne peut pas aller loin. Chaque fois, je donne un exemple, je dis, est-ce que les Sénégalais savent, avec tout ce pactole dont on parle, les 6 000 milliards, chacun voudrait l'avoir pour pouvoir redistribuer, mais c'est l'équivalent d'un budget d'un département français. C'est l'équivalent. Vous mettez ce que l'État met, ce que le département, l'État met, ce que les collectivités locales mobilisent, ça fait 6 700 milliards. Pour un département français, la France a 82 départements. Est-ce que vous prenez un papier, vous dites, nous en tant qu'État, avec toute la charge, tous les problèmes que nous devons prendre en charge, voilà, on a presque la taille sur le plan financier d'un département. Mais il y a problème. Donc ça veut dire qu'il faut un effort. Mais ça, c'est un travail de communication à faire pour que les gens soient exigeants par rapport à ce qu'ils demandent, mais aussi qu'ils aient une certaine compréhension. Ce n'est pas la mer à boire. De manière relative, c'est un peu trop court. Mais souvent, on met tellement en œuvre le milliard, en oubliant que c'est en CFA, que finalement, chacun dit de ma part. Ce n'est pas bon. Il faut un travail de communication. Donc voilà ce qui a poussé en principe le président Konaté à dire, écoutez, ce n'est pas une leçon qu'on donne, mais venez nous appuyer pour que nous puissions au moins exposer nos problèmes, les présenter, mais avec toute la décence, tout le respect et toute la considération et la courtoisie. Parce que souvent aussi ça manque. Les gens quand ils sont frustrés, quand ils ont des problèmes, bon, souvent même quand on parle à son épouse, des fois c'est un peu maladroit, c'est après qu'on rectifie. Quand on parle à ses enfants, on se déverse. Donc quand on parle à l'État aussi, certains s'emportent. Mais il faudrait que dans le cadre de l'association, qu'on aide à former les gens. Et cette formation, ce n'est pas seulement de dire asseyez-vous, debout, etc. Non, non, non. C'est que chacun se corrige. Moi-même, souvent, mon ministre me disait c'est comme si tu tenais un cours. Alors que c'est pas. Alors après, je lui dis président, excuse-moi, parce que quand je parle d'économie, quand je parle de ceci, je m'emporte. Mais ça, c'est une manière de m'amender, sachant que j'ai des qualités, mais aussi j'ai des défauts. Donc, l'association des anciens militaires, aujourd'hui on me l'a dit, je dis, quelqu'un qui n'est pas militaire, qui s'y implique, il faudrait que ça puisse s'expliquer. C'est en termes de ressources humaines, c'est en termes de plus, mais aussi en considérant que vous êtes une partie de nous et nous aussi, nous sommes une partie de vous. Et ça, je pense qu'il faudrait que ça passe. Il faut que les 6 000, s'il y a 100 qui sont convaincus, il y a 1000 qui sont convaincus, il faut que demain, tous ceux qui sont membres comprennent qu'on a besoin d'une diversité. Les gens peuvent avoir des désaccords par rapport à des sensibilités politiques, par rapport à des sensibilités culturelles, par rapport à... Mais au moins, par rapport à l'essentiel, ce qui peut servir les membres, que vous mettez d'accord. C'est d'abord faire en sorte que les gens aient une culture républicaine. Ça se dit, mais ça ne se pratique pas au Sénégal. Parce que la République, ça veut dire quand on dit le président de la République, c'est générique. Il n'y a pas de nom. C'est-à-dire qui qu'il soit. C'est-à-dire on dit d'abord, alors voir le président de la République, c'est arriver là-bas qu'on sait que c'est un tel.
Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire la République, ça veut dire le président de la République, quand on va le voir, ce n'est pas aller voir Abdou Diouf, Macky Sall ou Abdoulaye Wade, c'est aller voir le président de la République en tant qu'institution. C'est arriver au palais conseil que c'est un tel qu'on y trouve. Or, au Sénégal, on n'a pas cette culture. Je vais aller voir un tel, je n'irai pas voir un tel. Alors, je vous dis, non, je vais à l'hôpital, je trouve un médecin avec qui je ne suis pas très bien en accord. Alors, il doit m'appeler, je dis non, tu ne me touches pas, mais je vais crever. C'est simple comme bonjour. Donc, je mets à côté un certain nombre de considérations et je me mets dans une logique de l'hôpital a des lois, a des règlements et il a une obligation. Lui, il ne veut pas. Même s'il est en désaccord avec moi, refuse de me soigner. Il ne veut pas. Il n'a pas ce droit. Donc, moi aussi, il y a un truc. Donc, voilà, grosso modo, ce que, en principe, on a pensé pouvoir faire au niveau des TDR. Il y a des acquis. L'association a été créée en 2008. On est resté presque, disons, 5 ans. Disons, on n'a pas eu de reconnaissance officielle. Parce que, comme je vous ai dit, les gens sont un peu très sceptiques et méfiants. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, finalement, de bouche à truc, explication, ils comprennent qu'effectivement, il faudrait qu'ils puissent se prendre en charge. Il y a 2013, il y a une reconnaissance. C'est déjà un mieux. Mais les gens aussi vont dire, bon vraiment, un militaire, c'est pas l'association, c'est pas ceci, un Cheikh Konaté, il est dans presque toutes les sauces. Bon, on met un peu à côté. Mais finalement, ils comprennent que mieux vaut avoir des gens organisés avec qui on peut communiquer que de les laisser disperser. Chacun a de son côté. Je crois que quelqu'un qui est intelligent du point de vue communicationnel, du point de vue organisationnel, comprend que mieux vaut avoir une organisation, les avoir comme interlocuteurs, que de laisser chaque groupe aller de son côté. Moi, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il venait me voir, je dis faites un courrier à l'état-major. Faites un courrier au président de la République. C'est l'institution, ce n'est pas Macky Sall. Faites un courrier au Premier ministre, qui qu'il soit là-bas. Faites un courrier à monsieur le ministre, faites un courrier. Expliquez aux gens que ce n'est pas à X que vous parlez, mais c'est à l'institution que vous parlez. C'est un travail à faire. Moi, je l'ai fait. J'étais au sein de l'administration publique, mais j'étais dans un état de l'opposition et à la présidence de la République. Je n'ai jamais trahi un secret de l'État. Jamais. Je le disais, moi, je suis un républicain. Personne ne saura ce qui se fait à l'intérieur de là où je suis. Mais c'était, je faisais un apprentissage, j'étais jeune, je n'avais pas 30 ans. J'aurais pu quand même vendre des informations, etc., pour faire une promotion. Je refuse. Parce que je voulais me former, mouler dans un cadre d'administration. Ça aussi, je crois que ce que vous avez appris dans l'armée, c'est mieux que moi-même ce que j'ai appris. Donc ça aussi, ça rentre dans le cadre de la formation. Je l'ai dit tantôt là-bas, le service civil national, quand on mettait en place, c'était par rapport à la promotion, la citoyenneté. Mais qui mieux que vous pouvez, moi j'ai été formateur au service civil national, mais qui mieux que vous pouvez former en matière de citoyenneté? Hein? Qui mieux que vous? Donc faites des programmes et soyez une force de proposition à l'endroit du service civil national pour leur faire comprendre que nous avons besoin de mieux nous former et nous avons un accord à faire. Je crois qu'ils comprendront parce que moi j'ai été formateur, j'ai été au ministère de la Jeunesse. Je sais qu'il y a un problème. Quelque part, il y a un problème d'offre, il y a un problème de demande. Un service civil national qui était à la primature, c'était transversal. Et il y avait des grandes ambitions. Aujourd'hui, c'est devenu une division. Donc, vous avez des propositions à faire. Par rapport à la presse aussi, pareillement. Aujourd'hui, c'est une occasion de parler avec la presse. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà par rapport à chaque préoccupation, par rapport à chaque problème. Ça aurait été en France. Mais on va essayer de voir comment ces gens-là, ils vivent en famille. Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à nous dans le cadre de la gestion de leur famille? Est-ce qu'ils ont un plus ou bien d'ailleurs tant de dîner, finalement ils sont devenus invivables? Mais on fait des études. Au Sénégal, on ne fait pas d'études, on ne fait pas de recherche. Et ça, c'est pas bon. Donc l'association des anciens militaires libérés, ils ont opté pour le développement du Sénégal. Ça veut tout dire. Œuvrer pour la paix, je l'ai dit, tantôt c'est la médiation sociale. C'était une tradition. Quand il y avait un problème dans le village, on n'allait pas à la police ou à la gendarmerie. Mais on le réglait. Non pas qu'on dit que Baïlé Moussiad, Bouken Wahdar, mais non, on disait à celui qui a tort que tu as tort, à celui à qui on a fait un tort, etc. Mais ça se gérait. Mais aujourd'hui, en France, vous avez presque 30 millions de plaintes. Vous croyez que ça, c'est une vie? Pouvez-vous revenir tout un petit peu sur la quintessence de la déclaration? Vous revenez juste sur la déclaration. Grosso modo, quoi. Oui. Non, le TDR, par rapport au contexte, je crois que je l'ai dit. Le contexte, c'est on a... Oui. Voilà, on a créé l'association en 2008. L'association est restée presque 5 ans sans reconnaissance officielle. On sait très bien que sans reconnaissance officielle, l'association ne peut pas mener ses activités. En 2013, l'association a obtenu la reconnaissance officielle de l'État.
Mais n'empêche que, comme je l'ai dit tantôt, les gens sont un peu sceptiques par rapport à une association d'anciens militaires. Est-ce que c'est un mouvement terroriste? Est-ce que c'est un ceci? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il... Donc, finalement, en 2013, ça a commencé à prendre corps. Et les gens ont commencé à, surtout avec, en principe, Gère, qui lui aussi a plusieurs entrées. Des fois, il a sa casquette de journaliste, des fois, il a sa casquette, etc. Donc, il parvient quand même au moins à bien communiquer, à faire passer le message. Donc, de rencontre à rencontre, on a commencé à voir quand même des réalisations. Des terres ont été octroyées à l'association pour s'impliquer dans le cadre du développement rural, mais de manière plus particulière dans le cadre de la sécurité alimentaire. Mais une fois qu'on a la terre, que la terre soit bonne, il faut des intrants, il faut des engrais, mais il faut aussi la mécanisation, je pense. Mais aussi, il faut une formation. Souvent, on pense que l'agriculteur n'a pas besoin de formation. Mais il faut aller aux États-Unis pour voir que le rendement, les gens l'obtiennent par la formation. Il y a une formation technique, il y a une formation économique pour voir la rentabilité économique des exploitations. Ici, nous, même si on a une formation technique, on n'a pas une formation économique. Parce qu'on gère en disant, on laisse ça avec le Tout-Puissant. Il faut savoir évaluer ses réalisations. Si on fait un profit, on le sait. Si on fait une perte aussi, il faut savoir se réduire. Donc là, c'est le deuxième point. Par rapport au social, je crois qu'il a fait des démarches. Pendant longtemps, c'était un problème. Est-ce qu'ils ne sont plus militaires? Mais ils l'étaient. Mais il fallait que l'État puisse trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est de trouver un protocole d'association avec la DER, les 3 FPT, en fait, toutes les institutions qui sont mises en place par l'État et qui doivent servir les Sénégalais. On suppose qu'ils sont des Sénégalais. Donc, ils ont droit à avoir un crédit, à avoir une formation, à avoir un emploi et même à être recrutés dans la fonction publique s'ils satisfont en principe les critères d'âge. Donc, c'est ça un peu ce que l'association a essayé en fait, la nouvelle direction a essayé de faire. Mais en demandant aussi aux gens d'être un peu plus souples souvent dans la démarche, c'est-à-dire de ne pas toujours ruer dans les brancards. Et ça, c'est un peu le Sénégalais. C'est-à-dire, quand il a des trucs, il rue dans les brancards. Et après, qu'il regrette. Je ne voulais pas dire telle chose, je ne voulais pas faire telle chose. Mais il faut que nous-mêmes, nous apprenions à bien communiquer. Alors, en termes de protocole, je l'ai dit, en fait, c'est l'ensemble c'est le ministère. Le ministère de l'Agriculture, par exemple. Le ministère de l'Élevage. Par exemple, une opération Tabaski. Ça peut se faire. Les gens sont 6 000. Donc, il doit pouvoir réfléchir sur une manière de faire en sorte qu'au minimum, à 6 mois, chacun a son mouton, qui élève au niveau de sa famille. Mes enfants, prenez-moi mon mouton, en tout cas, j'achèterai plus. Mais ça, c'est des réflexions à faire. Oui. Financez-nous pour avoir au minimum, quand le prix est bas, tant de moutons. C'est à 35 000, c'est à 40 000. C'est fini. Chaque jour que Dieu fait, tu peux lui donner, etc. Au moins, j'aurai un mouton. L'année prochaine, je verrai ce qu'il faut qu'on puisse faire. Mais ça, c'est des idées. Madame, j'ai un mouton, prenez en charge. Ou mon enfant, prenez, etc. Donc ça, c'est des idées. Ça, souvent, les gens pensent qu'il faut de grands projets, de grands programmes. Non, il faut partir avec des petites choses, de petites réflexions. Et c'est là où on arrive à de grandes choses. Donc, c'est un peu les TDR. Les antécédents, on nous a dit ce qui a été réalisé. Et maintenant, les perspectives au niveau de l'institution, je crois que, moi, je le dis souvent, chaque fois qu'il y a une association d'envergure, je dis, l'État doit pouvoir au moins réagir en leur tendant la main, en leur ouvrant ses portes. Et la plus grande porte qui puisse s'ouvrir, c'est la porte du palais, c'est le président de la République. Quand les jeunes sont revenus avec Oroyele, les jeunes handicapés là, dont le gardien de but était de Louga, donc on ne les avait pas reçus. Les gens qui avaient fait le vice là, on ne les avait pas reçus. Moi, j'étais révolté. J'ai dit, ils méritent d'aller au palais, ils méritent d'être reçus par le président de la République. Parce que c'est pas la personne de qui occupe le palais, mais c'est le président de la République, l'institution, qui représente, qui doit les recevoir. Mais quand il les a reçus, les gens étaient heureux. Il n'y a plus de frustration, mais avant, il y avait des frustrations. Donc, vous, c'est la même chose. Quelle que soit la sensibilité des gens, quel que soit ce que les gens peuvent penser ou croire, l'association a une règle. Que les gens soient rouges ou bleus, quand l'association dit qu'il faut qu'on aille voir l'institution, que les gens puissent marquer leur accord et dire, se préparer aussi. Parce que souvent, les gens ne se préparent pas. Ils attendent d'aller rencontrer l'autorité pour que chacun puisse dire déborder. Il y a des gens qui chantent jusqu'à tomber en transe. Il y a d'autres aussi qui disent un peu des choses. Non, il faut préparer ces interventions. Il faut préparer ces discours. Il faut préparer ces requêtes. Et bien y réfléchir. Donc, moi, je pense que ça, c'est un peu la philosophie de TDR. Il y a évidemment des problèmes. Les problèmes, c'est quoi? C'est que les gens puissent accepter la diversité. Par rapport à la journée du 13. La journée du 13,
disons, ça marque, c'est un élément important. Parce que souvent, c'est le président qu'on voit. Alors, si ça marche, tout le monde l'applaudit, mais si ça va de l'autre côté aussi, on commence à taper sur lui. Oh, c'est une association, ça engage tout le monde. Que les gens, même ceux qui pensent qu'il faut aller à gauche ou qu'il faut aller à droite, ils doivent venir d'abord dire leur préoccupation par rapport à l'association. Moi, j'ai été formé, je pense que la formation ne me suffit pas. Il me faut un financement. Ils sont combien? Ils sont 100, ils sont 200, ils sont 300. Mais vous faites la liste, vous dites à l'État, mais vous voulez des formations depuis 2 mois, mais ils n'ont rien reçu. Les milliards sont là ou ne sont pas là? Mais ils sont bien là, on le donne. Ils avaient prévu de donner 50 000, mais ils vont le bouffer, montre sa dépense. Donc il faut que vous puissiez évaluer vous-même, c'est-à-dire le juste milieu de ce dont vous avez besoin pour travailler. Vous dites, réfléchissez, vous demandez à des gens qui sont spécialistes dans ce domaine. Vous leur parlez, vous faites un document. Nous sommes 200 à avoir été formés, nous avons besoin de temps. Monsieur le Président, ça fait tant de millions ou tant de milliards. Et il réagit. Il donne instruction, on réagit. Mais si vous le faites de manière dispersée, chacun râle de son côté, ça ne réglera rien du tout. Rien du tout, je dis. Vous avez des problèmes d'habitat, je l'ai dit tantôt. Le problème du logement, la terre, le foncier. Mais c'est un problème. J'ai dit, même quand j'étais à l'intérieur, je disais, prenez un ménage. Un ménage. Vous avez 4 gosses. Les filles ont la chance d'aller peut-être chez leur mari. Mais les garçons ont des problèmes. Ils vont vivre chez leurs parents jusqu'à presque la vieillesse. Et après, il y aura des problèmes. Or, il fallait réfléchir et projeter. C'est-à-dire l'extension. C'est ce que les tubaab appelaient extension. Nous, par exemple, quand ils donnaient par exemple une maison, ils disaient au chef de ménage, des enfants vont grandir. Au lieu de vous donner 10 sur 10, on va donner 30 sur 30. Vous voyez, il y a suffisamment de têtes, il faut donner 30 sur 30. Il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on vous donne 10 sur 10. Dans 10 ans, il y a un problème. Donc là aussi, vous avez des problèmes, vous le recensez. Des problèmes de charges locatives, des problèmes de etc. Vous le recensez et vous le présentez en disant, voilà, nous pensons que moi, je suis de Kaolack, je suis de etc. Je suis de Kaolack, il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous pose problème, c'est au moins accès à la terre. On donne une instruction au maire, dans le cadre de lotissement, réserver tel lot à un tel. À Dakar, le problème est beaucoup plus crucial, mais à l'intérieur, ce n'est pas ce problème-là. Donc, cette journée, moi je l'ai dit, c'est une journée d'échange. Non pas vis-à-vis par rapport à la presse, mais par rapport aux membres. C'est-à-dire que les autres membres doivent avoir toute l'information sur ce qui est en train d'être entreprise. Et comprendre que leur adhésion à cette démarche-là renforcera l'association. Si les gens sont dispersés, ils n'auront presque rien du tout. Mais s'il faut un tronc commun pour le minimum requis, ils l'auront. Moi, ça, c'est la première chose à faire. Et je l'avais dit même à Cheikh, au point de presse, je pourrais intervenir, mais après, tout sera laissé. Que les gens viennent dire ce qu'ils pensent de manière crue, mais respectable et convenable. Alors, je pense que c'est vraiment le plus important d'abord, la rencontre qu'elle ait lieu, que le président puisse faire un rapport par rapport à tout ce qui a été dit. Le TDR déjà, c'est presque assez suffisant, mais ce n'est pas encore suffisant parce que c'est des TDR. Il faut peut-être les transformer en rapport et mettre encore un certain nombre d'éléments pour qu'au moins ça puisse engager le président. Parce que le TDR, ça n'engage que le consultant qui a eu à le concevoir. À l'époque, je l'étais. Quand il m'a proposé président d'honneur, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne veux pas me mettre des trucs comme ça dans la tête. Mieux vaut me prendre comme un de vos conseils. Encore que conseiller, c'est trop lourd. J'aurais même pu préférer autre chose de beaucoup plus léger parce que je n'ai aucune prétention d'être conseiller de quoi que ce soit ou expert de quoi que ce soit. Mais en tout cas, dont je suis sûr, c'est que chacun de vous, les 600, peuvent me considérer comme quelqu'un qui peut prendre par le nez pour le tirer et l'amener où ils veulent, tant que ça va dans la bonne direction, tant que ça va dans l'intérêt du pays, tant que ça va dans l'intérêt des anciens militaires que vous êtes. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas de considération d'âge, je n'ai pas de considération de fonction, je n'ai pas de considération de rien du tout. Ce que je mets en exergue, c'est le savoir. Je n'ai jamais la médiocrité. Ça, que vous m'excusez. Je n'ai jamais aimé. Je n'aime pas parler de moi. Mais à 6 ans, j'ai dit à ma mère et à mon père, personne ne me tapera. J'apprends pour qui? Pour moi-même. Vous me menez à l'école, mais je serai premier jusqu'à aller au truc. Je n'ai jamais eu de premier prix d'excellence. Mais ça, c'est simple. Chacun de vous peut le réussir dans le domaine que vous êtes. Chacun peut le réussir. S'il ne le réussit pas, qu'il le fasse réussir à son enfant. S'il ne réussit pas, qu'il le fasse réussir à sa fille ou à son fils. C'est ça le défi. Donc voilà, je m'excuse vraiment d'avoir été peut-être long, mais c'était une manière de communiquer, de vous faire comprendre que ce que je dis, vous pouvez le faire et le dire mieux que moi. Ça, j'en ai la parfaite conviction. Peut-être l'apprentissage un peu difficile,
Mais en communiquant une fois, 2 fois, 3 fois, vous finirez même par vous faire arrêter. C'est-à-dire, on va finir par vous dire, monsieur, ça suffit, etc. Donc là, vraiment...